First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquises Esquisses qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de noter et commenter sur iTunes et de suivre nos échanges en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Geoffroy de Crécy, réalisateur, illustrateur, motion designer, dont l'outil principal est la 3D, je crois. Oui, exactement. Ouais. Salut Geoffroy. Salut. Comment ça va ? Très bien. Ravi d'être là. Moi aussi, ravi de t'accueillir. Alors, essayons de défricher un peu ton parcours, même si j'ai une petite idée de pourquoi tu as débuté dans ce métier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé ? Ouais, alors bon, j'ai un parcours, on peut dire atypique. En tout cas, je ne suis pas arrivé directement à ce métier-là, puisque j'ai commencé par faire des études universitaires dans une discipline qui n'a rien à voir. En fait, j'ai fait de l'histoire pendant 3 ans à la fac. Et après, j'ai commencé une 4e année en sciences politiques. Et puis, je me suis arrêté là. C'est intéressant, tu partais sur de la politique. Alors en fait, moi j'ai toujours dessiné étant petit, la culture du dessin, etc. C'est familial, on est une famille nombreuse, on dessinait tous. On va en parler un petit peu. Ouais. Mais le fait est que nous, le mercredi, on jouait pas au foot, on était tous autour de la table à dessiner toute l'après-midi sur des grandes piles de papier. Et évidemment, ça a joué sur la suite. Mais quand je suis arrivé au lycée, au collège, ce qui m'intéressait, c'était, même si je continuais à dessiner dans les marges, ce qui m'intéressait, c'était vachement les matières sciences sociales, sciences éco, histoire, tout ça, la politique, j'aimais vraiment bien ça. Et d'ailleurs, après le bac, j'avais passé des concours pour rentrer à Sciences Po ou des écoles de journalisme que j'ai pas eu, parce que je n'avais pas très bien préparé, etc. Et du coup, je me suis inscrit en fac d'histoire parce que la matière m'intéressait. Mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 ans de fac, on se rend compte que si on veut pas être prof ou chercheur, les perspectives sont un peu plus compliquées. Donc là, je me suis dit... Journaliste, c'est ce que tu disais, journaliste ouais. Mais journaliste, en fait, je me suis rendu compte en passant le concours de l'EFJ, c'est la grosse école de journalisme, l'ESJ d'ailleurs, qui est un concours qui est quand même bien difficile. Et en passant son cours, j'étais allé jusqu'à l'oral, donc j'étais arrivé devant un jury, et les mecs m'ont demandé « Mais pourquoi tu veux être journaliste ?» Et là, je me suis rendu compte en fait que j'avais absolument aucune idée de ce que c'était que ce métier. En fait, les sujets m'intéressaient, mais finalement, le métier en lui-même m'aurait pas du tout convenu, parce que il faut être capable de s'intéresser à plein de sujets qui sont parfois très triviaux. Enfin, pour moi, le journalisme, je voyais ça comme voyager, faire des interviews politiques et tout ça, mais 90% du métier des journalistes, c'est pas ça, c'est des choses beaucoup moins drôles. Et j'avais pas du tout les qualités, ni en fait la vraie envie d'être journaliste. Donc là, le fait de passer le concours, ça m'a guéri là-dessus. Mais par contre, en fac, c'était très intéressant d'étudier l'histoire, sciences politiques, tout ça. Je suis très content d'avoir fait d'ailleurs, parce que on devrait tous avoir des petites notions comme ça. On étudie le droit, la socio. C'est des choses qui permettent de comprendre le monde pour tout le monde, quoi. Donc c'est... Dans le nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, la loi d'une part, et puis un peu des rudiments de sociaux, de choses comme ça, comprendre comment marche la société. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait ça, mais le fait est que ça me projetait pas sur un travail hors enseignement ou recherche. Bon, la recherche en histoire, c'est spécial, quoi. Ça donne des profils particuliers. Une petite idée du gars qui est dans les archives. Voilà, c'est un peu ça quand même si c'est peut-être de la caricature. Donc moi, au bout de 4 ans, j'ai compris que je ne ferais pas un métier comme ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire ? J'ai toujours dessiné, je dessine correctement. Je vais faire illustrateur. Je me suis dit comme ça, je pensais que c'était tout simple, qu'il suffisait d'aller montrer 3 dessins dans un journal ou une agence de pub et que c'était parti. Tu avais déjà un exemple du grand frère mais alors de Crécy, alors mon grand frère, évidemment, il avait un rôle dans tout ça, puisque il a commencé très tôt, lui, il a 4 ans de plus que moi, 4 ou 5 ans de plus que moi, mais il a démarré très tôt, c'est-à-dire qu'il a fait son premier album à 20 ans, et puis qui a été vraiment un peu un coup de tonnerre dans le monde de la bande dessinée. Donc pour moi, la bande dessinée, déjà, je savais que je voulais pas en faire, parce que c'était déjà pris, en quelque sorte. C'était pas la peine d'essayer non pas de rivaliser, mais je savais que je serais toujours comparé, et puis en plus, l'idée de redessiner les mêmes personnages plein de fois, ça m'effrayait, ça me donnait pas envie. Donc je voulais faire de l'illustration. Du coup, l'illustration, c'est pas de la BD, c'est autre chose. Mais il se trouve que mon dessin était quand même un peu BD, et puis que c'était pas du tout abouti, et que j'avais jamais fait d'école ni rien, donc on ne devient pas illustrateur en fait comme ça juste parce qu'on sait un peu dessiner. Donc je suis pas devenu illustrateur. J'ai essayé, je suis allé voir des gens à côté. Pour vivre, j'ai fait prof d'histoire. Voilà, j'ai quand même fait utiliser ma petite formation. Et j'étais prof d'histoire dans une espèce de boîte à bac privée. C'était assez horrible. Mais j'en ai retiré un peu une admiration quand même pour les profs. C'est un métier qui est
est assez dur et puis qui est vachement... c'est pas un métier pour les flemmards et tout ça, quoi. C'est assez terrible d'être devant une classe de 30 gamins pendant 1 heure ou 2 heures et de pas pouvoir se gratter les fesses. Je veux dire, c'est hyper intense, quoi. Quand on sort d'une demi-journée d'enseignement, on est rincé. Et surtout, il faut préparer les cours. Faut préparer les cours. Après ça, je pense qu'une fois qu'on les a préparés 1 année ou 2, ça va. Mais c'est vraiment la présence à une classe, c'est quelque chose, c'est un live, quoi. C'est vraiment... C'est vachement intense. On peut pas se permettre d'ennuyer les gens Enfin, nous, on fait tous des boulots quand on a envie d'aller voir un truc sur Internet, 5 minutes ou machin. On fait comme on veut. On a son temps à soi. Là, c'est un truc où on est pris dans une temporalité live qui est... Enfin, moi, je sais que j'ai trouvé ça assez dur. Faut être à l'heure le matin parce que sinon, il y a 30 personnes qui se retrouvent en rade. Et quand moi, j'étais assez jeune, quoi, on fait la fête le soir, machin, et savoir qu'il faut donner un cours à 30 personnes le lendemain. Enfin, voilà, c'est une expérience intéressante de ce point de vue-là. Et là aussi, encore un métier où j'ai pu fermer la porte. J'ai su que je ferais pas ça. Et à côté, j'essayais un peu de faire de l'élu, quoi. Mais sachant que j'avais pas, je pense, du tout ce qu'il fallait pour y arriver. Mais ça m'a quand même permis, au bout d'un moment, je surveillais les annonces de petits jobs et tout, parce que j'avais arrêté d'être prof. Et là, je suis tombé sur une annonce pour un boulot chez Ubisoft dans les jeux vidéo, où ils cherchaient des gens des graphistes, en fait, mais il n'y avait pas de profil particulier d'école ou quoi qui était demandé. Donc, je leur ai envoyé mon dossier, donc des dossiers d'illustration. Et là, je pense que ce que je faisais correspondait mieux à ce que pouvait chercher une boîte comme ça. C'est-à-dire concept design. Concept design. En fait, je cherchais juste des gens qui savaient dessiner. Ouais. C'est il y a très longtemps, tout ça. Ubisoft, c'était une boîte qui n'était pas encore énorme, qui était en train de grossir très vite. Ils étaient à Montreuil. Ils avaient fait Rayman, qui avait très bien marché, là, en 2D. Et ils cherchaient, suite au succès de ce jeu-là, ils cherchaient à se développer. Ils embauchaient plein de gens. Et si on savait un peu dessiner, on rentrait chez Ubisoft, quoi. Surtout que, il n'y avait pas tellement d'écoles. Il n'y avait pas d'école pour former les gens aux jeux vidéo, etc. Ouais, donc, pas encore trop à l'époque. Ah non, pas du tout, même. Super Infocom et tout ça. Ah non, tout ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et c'est ça qui était chouette, c'est que c'était vachement ouvert. Et donc, du coup, j'ai été embauché là-bas en plein temps, en contrat de travail et tout. Et j'ai intégré leurs équipes. Et c'est ça qui était bien, c'est que les gens étaient avaient des profils très variés. Il y avait des gens qui avaient fait les beaux-arts, il y avait des gens qui étaient autodidactes, il y avait des gens qui... Et voilà, moi, j'avais jamais touché un ordinateur de ma vie. J'arrivais là, c'était du jeu vidéo, je jouais pas. Moi, je connaissais rien. Juste pour resituer, c'était quoi les années ça doit être 95, 96. Ouais. Il n'y avait même pas Internet en plus. Il y avait l'intranet, ouais. Moi, je me souviens, on envoyait les premiers mails et tout, c'était dingue. Enfin bon, là, ça fait préhistorique, mais c'est vrai que c'était le cas. Et je découvrais l'ordinateur, je savais pas comment entrer dans Windows et tout. C'était assez marrant, il fallait que les gens m'expliquent. Mais en même temps, ça a changé hyper vite. Il y avait 20 personnes qui arrivaient toutes les semaines. C'était une boîte qui grossissait hyper vite. C'était assez enthousiasmant, quoi. Il y avait plein de gens à rencontrer. Et c'était des jeux encore... je suis arrivé à la toute fin des jeux qui étaient encore purement 2D, au pixel. Moi, on m'a demandé de faire des dessins, enfin, c'était des textures en 16 couleurs. Voilà, moi, j'avais jamais... je savais même pas ce que c'était un pixel. J'avais pas fait d'ordi. On me demandait de faire des textures en 16 couleurs. Je comprenais rien. Je savais pas pourquoi il fallait pas mettre plus de couleurs. Et tout. C'était au pixel, c'est-à-dire que tu avais un canvas pixelisé. Ouais. Ça s'appelait Paint, je sais pas quoi. Et oui. J'avais une palette de 16 couleurs. Il fallait faire de l'herbe, de la boue. C'était pour des jeux de bagnole ou des trucs comme ça. Mais c'était parfaitement pas intéressant. Mais heureusement, en fait, je suis arrivé juste quelques semaines après que j'arrive. Les gars sont arrivés avec 3D Studio, des logiciels de 3D, le manuel de 1000 pages à côté. Ils ont dit, bon, maintenant, les jeux vidéo, ce sera en 3D. Je pense que c'est le moment où les cartes vidéo ont commencé à pouvoir afficher de la 3D et tout. Et d'un seul coup, il fallait tout changer. Et c'était bien parce qu'on se retrouvait tous au même niveau débutant, parce que tous les gens qui étaient là, ils savaient pas spécialement faire de la 3D non plus, sauf un ou deux super geeks qui savaient faire une boule avec du chrome dessus. Et par contre, tous les autres, on était au même niveau. Et c'est pas mal parce que ça a remis tout le monde ça m'a enlevé mes complexes par rapport à l'ordinateur, au truc. Il fallait tous qu'on apprenne ce logiciel en partant de rien. Et du coup, tu as besoin de faire des dessins malgré tout pour faire après de porter sur la 3D, non ? Ou à ce moment-là, tu n'avais pas besoin, tu faisais ta boule et tu texturais. Je me souviens plus. En fait, moi, assez vite, j'ai travaillé tout de suite direct dans la 3D. Mais c'est vrai que oui, normalement, il faut faire des modèles, on dessine et puis après, on essaye de les refaire. Mais dans le jeu vidéo, c'est particulier parce que les contraintes étaient assez fortes de modélisation. Il fallait utiliser peu de polygones, etc. Donc, quelque part, même si on faisait un dessin, il fallait réinterpréter d'une façon qui ne ressemblait pas vraiment au dessin parce qu'on ne pouvait pas faire de courbes quasiment, etc. Enfin, c'était vraiment les premiers jeux 3D, c'était très facetté. Ouais, donc autant le faire directement. Enfin, dans mon souvenir, je dessinais pas tellement. Il y avait des gens qui faisaient les recherches décors probablement avant, et puis nous, on les modélisait. Enfin, dans un premier temps, de toute façon, on a passé au moins 1 an juste à
à débugger. Enfin, les logiciels 3D ils plantaient tout le temps et tout. C'était un peu une galère. Mais j'aimais bien ça parce que j'ai un côté bricoleur et ça m'a bien convenu. Ces logiciels, il fallait trouver la bonne façon de faire sans que ça plante, la bonne façon d'arriver à son but par des chemins détournés, parfois techniquement bizarres, des choses qu'il fallait pas faire, des paramètres à trouver. C'était vraiment un truc de tâtonnement, de bricolage et tout. Et moi, ça, j'aimais bien, en fait. Pionnier un peu pionnier, ouais. Même si c'était des logiciels du commerce qui étaient censés fonctionner, mais ça plantait quand même vachement. Quand je vois aujourd'hui, que maintenant, on plante plus jamais et tout, les projets vont 3 fois plus vite. Là, la moitié du temps du projet, c'était quand même de redémarrer la machine, comprendre pourquoi ça avait planté. Des fois, la scène, elle pouvait plus se rouvrir. C'était marrant. Mais moi, j'aimais bien. J'étais pas du tout l'artiste qui dit « Oh là, la technique, ça me saoule et tout ça. » Moi, j'aime bien la technique, donc... Ouais. Et donc, tu es resté combien de temps à Ubisoft ? Alors, je suis resté à peu près 1 an et demi. C'était à Montreuil, là, dans les grands locaux de Montreuil. Et après, je suis parti toujours pour Ubisoft, mais à Montpellier, dans l'équipe de Michel Ancel. C'était lui qui avait fait Rayman. Ouais. C'était un peu la star d'Ubisoft. C'est un peu à lui qui devait leur succès. C'est celui qui a fait le Lapin Crétin aussi. Il a fait le Lapin Crétin. Il a fait d'autres jeux, mais il est resté fameux pour Rayman. Et lui, il était resté, il avait le privilège d'avoir sa propre équipe à Montpellier où il habitait, son petit studio et tout. Et c'était un peu les cadors, c'était un peu le Nirvana chez Ubisoft. Mystérieux. Ouais. Et au bout d'un moment, moi, je lui avais demandé si je pouvais rejoindre son équipe et il avait accepté. Donc c'était bien parce que c'était quand même une équipe de gens qui étaient tous vraiment forts. En plus, c'était à Montpellier, c'était super d'aller habiter dans le sud. Et là-bas, j'ai bossé sur Rayman, le 2. Voilà, donc pendant à peu près 1 an, c'était une expérience sympa. Et là, j'ai un peu changé de vie au moment où, c'était très sympa, je faisais du jeu vidéo, des textures, des niveaux, en fait, on modélisait des niveaux de jeu, c'était amusant. Mais à ce moment-là, et mon frère, un autre frère encore, toujours les frères, Étienne, qui fait de la musique, qui préparait son... Tempo Vision, Super Discount, exactement. French Touch, tout ça. Voilà, qui à cette époque-là, en plus c'était quand même la période justement de la French Touch où les maisons de disques étaient prêtes à mettre quand même bien le paquet sur toute cette génération-là de musique électronique. Et il préparait son 2e album, Tempo Vision, et il m'a demandé si je voulais faire un clip pour son album, en animation. Alors moi, j'avais jamais animé, je faisais que des modélisations avec pas beaucoup de facettes pour des jeux vidéo, et je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie. Et le fait de raconter une histoire, d'être en liberté de faire un clip, ça m'a plu, bien sûr, donc... voilà, j'ai démissionné de Ubisoft et je suis remonté à Paris. J'ai acheté un ordinateur pour la première fois de ma vie et je me suis mis au boulot pour faire un clip. Alors j'ai eu du temps parce qu'il avait prévu ça pas mal en amont. C'était sur un des morceaux qu'il avait fait en premier, donc j'ai passé à peu près 1 an à bosser sur ce clip. Ah oui. J'étais tout seul, il fallait que j'apprenne l'animation, le rendu, et tout. Tu as fait tout seul. J'ai fait tout seul. Et c'est quand même assez long, quoi, l'histoire. Enfin, elle dure quoi, 3 minutes? Ouais, c'est un truc de 3 minutes, assez compliqué. En plus, j'avais pas mesuré du tout ce que ça représentait. En plus, j'avais bossé, j'avais créé tous mes personnages et tout. J'ai commencé à bien y arriver. J'avais commencé à avoir une bonne base de données pour démarrer mon projet. Et puis là, j'ai planté un disque dur. J'ai tout perdu mes 3 premiers mois de boulot. Ah ouais. Voilà comment on apprend la vie. Sauvegarder. Je crois que je venais d'acheter un graveur et tout. Et je l'avais pas encore installé. Et le lendemain matin, mon disque crash. Je perds tout. Ah, tu vas t'installer le graveur pour sauvegarder? Pour sauvegarder, ouais. En fait, et je l'avais acheté, ça y est, c'était prêt. C'est le destin, ça. Ouais. Faut pas attendre pour sauvegarder. Il y a une histoire chez Pixar comme ça aussi. Ah ouais. Il y a un gars qui a fait RM-RF comme ça par hasard pour voir ce que ça donnait et il a effacé tout un film. C'est pas vrai. Toy Story 2 et il a perdu 6 mois de boulot de Pixar, quoi. Et Pixar, ils n'avaient pas des triple backup machin et tout ça. Bah depuis, ils n'ont plus autorisé le RM-RF qui est en fait un reformatage du disque. Général, voilà. Mais ils ont appris aussi, du coup. Non, mais c'est des bonnes leçons, franchement. Et puis en général, on refait mieux et plus vite la seconde fois. Donc bon, j'ai tout refait en sauvegardant tous les soirs. Et mieux, sans doute. Et au bout d'1 an, voilà, j'ai réussi à sortir ce film, ce clip qui est paru avec le disque et tout, et qui a plutôt très bien marché, on va dire, parce que c'était aussi une période où MTV était encore assez important. Ils l'ont passé beaucoup, pas seulement en France, un peu dans le monde entier, tout ça. Donc c'était pour un premier truc qui sortait. Déjà, faire un premier truc, c'est bien, mais le support du clip, à l'époque, c'était super. C'était une garantie de diffusion, ou en tout cas une chance de diffusion qui était vraiment en télé et tout. C'était énorme, une visibilité énorme. Donc le clip, il a vraiment bien marché. Il a eu une victoire de la musique.
Et du coup, j'en ai fait 2 autres d'ailleurs sur l'album. C'était un petit peu ce qu'on avait établi au départ, où je sais plus, en cours de route, on s'est dit qu'on ferait un peu une série de clips sur l'album, pour avoir un peu une sorte de concept. Et d'ailleurs, le contenu du clip, parce que Super Discount, on peut croire que c'est un disque contre la société de consommation et choses comme ça, alors que Tempo Vision, il était moins identifié comme ça. Et pourtant, les clips que tu fais sur cet album-là sont assez militants, on peut dire, non ? Oui, c'est déjà contre la société de consommation. Ouais, est-ce que c'est contre ? En tout cas, ça la décrit un petit peu. Ouais. Après, je pense que c'était pas conscient. C'est sûrement ce surmoi, entre guillemets, sociologico, peut-être le passage à la fac où on est quand même... on n'a que des profs de gauche, quoi, à la fac. Oui, c'est pour ça que le fait que tu aies fait de la politique, c'était quand même pas... oui, sans doute, ça a joué. Après, j'ai pas fait le clip en me disant je vais dénoncer quelque chose, machin. J'avais envie, j'aimais bien les fast-food, j'avais envie que ça se passe dans un fast-food. J'avais envie de... les burgers apparaissent beaucoup dans tes clips. Ouais, c'est vrai, souvent. Après, oui, ça a un message, surtout. Après, c'est vrai que je me rends compte que sur l'ensemble, sur les 3, c'est vrai qu'il y a un message qui, à chaque fois, est un peu là, mais c'est inconscient, entre guillemets. C'est peut-être parce que j'ai pas envie de raconter des histoires qui parlent, enfin, qui sont trop particulières ou qui... C'est vrai qu'inscrire l'histoire l'histoire qu'on raconte dans des choses un peu plus générales, c'est intéressant, ça donne une certaine dimension au truc. Est-ce qu'il était en accord avec ce que voulait raconter Étienne de Crécy ? Non, il m'a pas du tout briefé en fait sur les choses qu'il y aurait à faire passer. Non, d'ailleurs, il m'a laissé très 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 libre de faire ce que je voulais en fait. C'est assez étonnant. Je n'ai même pas présenté storyboard parce que j'en ai pas fait. Je savais pas comment qu'on faisait des storyboards et tout ça. Je suis parti, j'ai ouvert une scène 3D, j'ai commencé mon film et puis j'ai continué de scène en scène. Là, c'est là que l'absence de formation se fait ressentir, c'est que pendant très longtemps, je faisais pas de storyboard, je faisais des trucs comme ça venait. Ouais, mais tu es quand même arrivé au bout et ça s'est tenu, l'histoire se raconte. Ça donne sûrement ce côté assez organique du film où les plans s'enchaînent d'une façon, peut-être en storyboard, j'aurais pu se découper. Mais bon, oui, le truc a fonctionné, il était correct, mais c'est vrai que je me souviens plus d'avoir une vraie phase d'écriture avant. Je pense que je savais vaguement ce que je voulais raconter, puis c'était parti, quoi. Puis tu avais envie de montrer des choses visuellement aussi. Voilà, j'avais un style de dessin, etc., qu'enfin je pouvais utiliser. Le clip, il ressemble à mes dessins. C'était mon univers. Donc là, j'ai pu mettre mon univers, ce que je pouvais pas faire avant dans le jeu vidéo et tout ça. Là, il ressemblait à tes dessins que tu faisais au crayon en 2D, quoi. Ouais, au feutre et tout ça. Ouais. C'était vraiment... dans ces clips-là, on voit vraiment ce que j'avais dans la tête, l'univers que j'avais, qui venait du dessin que je pratiquais un peu depuis toujours. Parce qu'après j'ai fait beaucoup de commandes, etc., où on contraint son dessin, on cherche un style qui va plaire au client, machin. Là c'était vraiment c'était moi, avec les contraintes techniques, mais bon. Et du coup après ces 3 clips où tu te fais remarquer, j'imagine que t'as pas mal de gens qui te demandent de faire des clips ou des choses comme ça. Ouais, en fait à une époque il y avait un producteur qui faisait de la pub et du clip et qui essayait, enfin un peu tous les producteurs essayaient de mettre la main sur ces gens qui tournaient gravité autour de la French Touch. Il y avait quand même il y avait la French Touch musique ou non, image aussi. C'est vrai qu'il y avait il y avait aussi une French Touch explosion. Oui, il y avait Alex Cortez, les numéros 6, machin, tout ça, il y avait plein de gens qui faisaient des choses vraiment bien. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une explosion aussi visuelle autour des labels qui était quand même intéressante. Et il y a donc des producteurs qui ont vite vu que c'était intéressant. Moi, je suis donc chez un producteur qui s'appelait Partisan. C'était le producteur de Michel Gondry, entre autres. Ouais. Et qui avait aussi un avantage pour moi, c'est qu'il était très bien implanté en Angleterre, à Londres, et du coup il m'a ouvert les portes beaucoup du marché anglais qui était probablement plus audacieux que le marché français en termes de, pour ce qui est de la pub notamment, les films de commande. Nul n'est prophète dans son pays. Voilà. Non, et puis de toute façon ça se vérifie jusqu'à maintenant, les Français, il faut que les choses soient validées par beaucoup de succès commerciaux, enfin je sais pas. Donc les Anglais, eux, ils étaient prêts à miser sur des choses qui visuellement étaient complètement nouvelles, inconnues, et à les faire toute confiance aux réalisateurs. Voilà, la première pub que j'ai fait là-bas en Angleterre, je venais de faire mes clips, j'ai fait une pub pour Guinness, qui est quand même une marque statutaire. Ils ont dit fais comme t'as envie, quoi, et ils m'ont laissé en toute confiance. Là, tu as fait la réalisation 3D. C'est pas moi qui fabriquais, là, c'était chez Buff, chez Buff Compagnie, parce qu'il y a des délais, il y avait des contraintes que je pouvais pas gérer en même temps que la réalisation.
Mais j'ai beaucoup travaillé avec des agences anglaises sur des films de pub. Alors en tant que réal, tu fais quoi? Tu fais le scénario, tu écris le pitch, tu fais le storyboard ou... En pub, on a quand même, en général, il y a un script qui est écrit parce que c'est le beau de l'agence de prendre des scripts. Donc on sait à peu près ce qui va se passer dans le film. Et après, selon les projets, on a plus ou moins de liberté pour l'adapter, créer l'univers autour, raconter l'histoire. Donc ce que tu apportes en tant que réalisateur, c'est l'univers graphique. Ouais, c'est l'univers graphique, la façon de raconter, le rythme. On contrôle. Donc le pitch n'a rien à voir avec la façon de raconter. C'est-à-dire qu'on donne le pitch et après, toi, t'en fais un truc personnel. Oui, dans le meilleur des cas, oui. Après, il y a des scripts qui sont très détaillés. Il y a même des agences qui ont des storyboards. Déjà, il n'y a plus qu'à faire ce qu'il y a dans le storyboard. En général, ça ne m'arrive pas trop. Mais en animation, en général, je pense que les agences reconnaissent qu'elles n'ont pas l'expertise et donc elles laissent plus de liberté aux réalisateurs. Mais surtout qu'après, j'ai fait pas mal de films toujours pour l'Angleterre où, pour le coup, j'étais réalisateur, mais je fabriquais aussi les films. C'est-à-dire que j'ai monté un petit studio où j'ai fait bosser 5 ou 6 personnes et on faisait le film de A à Z. Donc on modélisait, texture, création des personnages. Moi, j'étais réalisateur et en même temps, je dirigeais le studio qui fabriquait le film. C'était pas de demi-production? Si, voilà, c'est ça. Ouais, demi-production. Qui existe toujours parce que tu en parles à l'imparfait. Alors ça existe toujours, mais c'est en sommeil en fait, parce que c'est quelque chose, au bout d'un moment, où je pouvais plus mener de front, d'être réalisateur et d'être chef de studio. Les projets devenant soit plus gros, soit plus rapides à faire. Moi, j'avais pas assez de monde, pas assez de temps de s'occuper. Parce que quand on a un studio, il faut s'occuper à la fois du réseau, des machines, des licences. Et parfois, on a des projets qui sont hyper speed, qui demandent beaucoup de travail de réalisation. Et s'il faut en même temps... Parce que ce qui est compliqué, c'est que quand on travaille que sur des projets courts comme ça de commande, on peut pas avoir des gens en CDI ou quoi en permanence. Donc, moi, je bossais avec des intermittents et je montais les équipes en fonction des projets. C'est ce à quoi te servait le studio, en fait. Voilà. Donc, j'avais des locaux, des ordis, et puis en fonction des projets, je reprenais les gens, souvent des gens avec qui j'ai déjà bossé, etc. Mais entre deux projets, il y avait personne. Et puis les gens, mon équipe, les gens que je connais bien, qui travaillent bien, ils partaient sur d'autres projets. Donc, à chaque fois qu'un nouveau truc arrivait, souvent dans la pub, en plus, il faut aller assez vite. Il fallait que je retrouve quelqu'un. Est-ce que t'es dispo? Est-ce que machin? Non. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Qu'il fallait que je reprenne des habitudes avec lui. Et j'ai souffert de ça, du manque de continuité, de pas avoir une équipe à demeure, bien constituée, avec des gens qui se connaissent. J'ai essayé de rebosser avec les mêmes gens, mais finalement, s'il y a un peu d'espace entre les projets, on peut pas les garder. Et après, ça, c'est devenu trop compliqué pour moi à chaque fois remonter une équipe, etc. Et il a fallu que je choisisse entre développer la réalisation, le travail graphique, et y passer plus de temps, ou alors développer un studio, ce qui est un autre métier. Ouais. Et c'est une de mes questions, comment on passe de l'un à l'autre et comment on se sent pas frustré de pas faire de la création, plus de exécutif. Il y a eu un temps où c'était assez organique, c'est-à-dire que la partie création était tellement liée à l'outil, à la façon dont je travaillais l'outil, et puis comme je connaissais très bien moi-même la 3D, j'arrivais à faire tout ça presque dans un même... comment dire, c'était une façon de travailler assez organique, et puis j'arrivais souvent à voir les mêmes gens avec qui je m'entendais très bien, qui me connaissaient, donc tout ça se passait de façon assez fluide. Et après, quand il a fallu, ça c'est surtout quand je travaillais dans un style qui était mon style de départ et qu'on me redemandait de faire, parce que en général on me demande de faire assez longtemps la même chose jusqu'au moment où c'est plus à la mode, où on l'a assez vu et où il faut passer à autre chose. Et c'est là que moi ça devient difficile de à la fois faire des recherches qui me permettent d'élargir ma palette artistique, et en même temps de gérer du studio, des équipes et tout ça. 3 boulots. Voilà. Et en plus, ça veut dire, en tant que réalisateur, de faire que de la 3D, tout le temps. Or moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir essayer autre chose, de la stop motion, de la 2D ou des choses comme ça. Quand on est réalisateur, normalement, le métier, c'est de raconter des histoires. Ouais. C'est pas juste de faire de la 3D. Réalisateur 3D, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour moi, c'est réalisateur. Et donc, voilà. Tu utilises un outil ou un autre. Voilà, un outil ou un autre. Donc, moi, à un moment, j'ai choisi, je me suis dit, le studio 3D, soit je deviens vraiment geek et je rentre là-dedans à fond, et puis je lâche la réal et je deviens prestataire de service. Mais c'est pas ce qui me passionnait, quoi. Voilà. Mais quand tu es réalisateur, du coup, tu passes pas par le studio quand tu fais ta propre réal, tu passes par partisan, du coup. Alors, je suis plus chez Partisan depuis, ça a changé. Non, parce que même ils n'avaient pas de studio. En fait, à l'époque, les producteurs, ils prenaient un réalisateur, moi ou un autre, et un studio de 3D. Ouais. C'était Micros, MacGuff. Toi, tu t'en arrangeais. Et j'allais bosser chez eux. Moi, je leur fournissais les personnages, les dessins, les storyboards que je faisais, etc. Eux, ils travaillaient, puis on y va tous les jours et on... vous travaillez ensemble. Voilà, on fait travailler l'équipe, mais d'un studio qui n'est pas le sien.
C'est plus confortable quand c'est son propre studio, c'est sûr, mais c'est vrai que ça limite plus la. Est-ce que c'est pas palette. un peu schizophrénique d'avoir deux parties? Du coup, les clients, est-ce qu'ils arrivent à repérer dans quel cas ils font appel à toi en tant que réalisateur, ou plutôt appel à toi en tant que studio? Non, en général, moi, je suis toujours passé par des producteurs. Donc le client, lui, il voit le producteur qui lui dit on vous propose des réalisateurs, vous choisissez, vous voyez ce qu'il sait faire, et il vous fera ce qu'il sait faire, quel que soit. Pour eux, qui fait la 3D, quel studio va travailler dessus, ça les intéresse pas tellement. Ils achètent un projet. Déjà, de toute façon, pour gagner une pub, on fait un pitch avec tout un dossier où on essaye de faire visualiser au client ce qu'il aura à la fin. Après, le studio, c'est que des questions de cuisine, c'est pas son problème en fait. Ouais, le studio, en fait, tu veux dire que toi, le réalisateur, c'est un agent qui t'appelle pour un client, alors qu'un studio, c'est le réalisateur ou l'agence qui te contacte directement. Voilà, qui vient lui commander. Et moi, dans mon studio, moi, je ne faisais que mes propres réalisations. Voilà, j'étais pas studio justement. J'ai pas voulu devenir prestataire pour d'autres réalisateurs, C'est pour ça que c'était difficile à tenir sur la durée. Je ne faisais que mes projets. J'avais pas du tout envie de... Et donc, Dummy, ça s'est arrêté Enfin, c'est en sommeil depuis combien de temps? Là, tu te consacres plus à la réalisation depuis... Ouais, ça fait à peu près... disons que Dummy, ça fait depuis 2010-11... En fait, ceci dit, ça existe toujours, hein, et je sais que je m'en resservirai toujours, mais... après, quand j'ai moins fait des publicités là-bas, je m'en suis servi pour faire du court-métrage. C'est une autre phase de l'histoire de Dummy et de moi. En lisant un peu des choses sur toi, sur Internet, etc., moi, j'avais cru comprendre que tu avais monté Dummy pour faire des courts-métrages. En fait, au début, je m'en suis servi pour fabriquer des films qu'on me commandait comme réalisateur. Et après, j'ai effectivement monté, produit 2 courts-métrages à travers Dummy, parce que c'est vrai que la commande, c'est bien, mais on a aussi envie d'exprimer ses propres histoires, etc. Donc, à travers Dummy, j'ai produit un court-métrage que j'ai réalisé moi-même dans un premier temps, et ensuite j'ai aussi produit un autre court-métrage d'un bon ami à moi qui s'appelle Yann Jouette. Et mon court-métrage, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de défrichage déjà pour apprendre comment on produit, parce que j'ai fait tout le bazar du CNC, du machin, j'ai réussi à financer mon film très correctement. La production de court-métrage, voilà, plus grand chose à voir. Complètement un autre métier, ce qui était intéressant, hein, mais qui était un autre métier, dans une autre durée surtout, parce que en pub, on a l'habitude, et c'est ça que j'aime bien, de recevoir le script, et puis un mois après, c'est fini, on n'en parle plus. Là, pour un court-métrage, entre le comité de lecture, le comité de machin, etc., on a les financements 1 an et quelques après avoir écrit l'histoire, et ensuite on commence à faire le film. Donc c'est des trucs qui s'étalent sur 2 ans. Il faut être sûr de ce qu'on veut raconter. Il faut être sûr de ce qu'on veut raconter, il faut avoir de la patience. Bon, moi j'ai fait mon court-métrage, et bon, j'ai beaucoup appris ce qu'il fallait pas faire en termes de réalisation sur les choses plus longues que 3 minutes. Et puis après, j'ai produit donc le court-métrage de Yann qui avait bien mieux marché, parce qu'il était bien mieux, qui a eu un prix à Annecy, tout ça. Donc c'était quand même assez satisfaisant. Voilà, c'était sympa de produire un film et qu'il reçoive un prix. Mais j'avoue que la durée du processus de production de court-métrage, etc., ça m'a un petit peu écarté de ça. J'en ai pas tellement refait derrière, même si je me garde cette possibilité. Il faut que tu en écrives 3 par an ou 1 tous les ans pour être sûr qu'à la fin... C'est vrai que je pense que les gens qui sont vraiment dans cette économie-là, ils en ont toujours un sur le feu, et du coup ça s'enchaîne. Mais est-ce que tu peux vraiment gagner ta vie en faisant des courts-métrages? Pas vraiment. Je pense qu'il y a quelques personnes... Bon, la plupart des gens, ils travaillent à côté, ils sont réalisateurs sur des séries ou sur des choses. Je pense qu'il y a quelques rares personnes qui arrivent à en vivre, avec le système des intermittents qui fait quand même que si on est payé... Enfin, je sais pas, mais je pense. L'édition de livre, quoi, finalement. C'est un peu ça. Faire beaucoup pour. Voilà, donc j'ai un peu traîné comme ça dans le monde du court-métrage, les festivals et tout ça. C'est sympa. Après, on est invité un peu partout pour montrer son film. Ça, c'est le bon côté. Mais bon, j'ai pas hyper persisté dans le court-métrage, parce que j'avoue, j'aime bien la commande en fait. J'aime bien qu'on attende quelque chose de moi et le faire à ma façon, mais j'ai un peu du mal à initier un projet et à y croire assez longtemps. En fait, je crois que c'est ça le truc. On écrit quelque chose, même si on trouve ça très bien quand on le fait. Au bout de 6 mois, on commence à se dire au bout d'1 an, on en a marre de sa propre histoire. Enfin, moi, j'arrive pas, c'est trop long. C'est pour ça qu'il faut être vraiment motivé pour se raconter. Il faut être très motivé et croire énormément en soi en termes de la valeur de ce qu'on veut raconter. Moi, je doute peut-être trop de moi. Est-ce que c'est pas le cas de tous les artistes? Est-ce qu'il y en a qui font pas semblant d'être motivés? Ah non, moi je suis épaté. Il y a des gens qui sont très très sûrs de leur truc, qui peuvent poursuivre la même idée pendant 15 ans, 20 ans. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui font la même chose pendant, même visuellement, graphiquement, qui font la même chose pendant toute leur vie.
qui évoluent pas dans leur style, etc., qui le creusent. Je trouve ça très bien parce que ils atteignent la maturité. Ouais. Mais moi, j'avoue que j'ai besoin de changer de technique, de changer Le style. Ce qui pose des problèmes après pour une carrière parce qu'on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Quand on vient me voir, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va. Ouais. Mais bon, mais ça comme fait tu disais, la réalisation, c'est quand même de raconter des histoires. Exactement. Du coup, on vient pour ta façon de raconter l'histoire, mais c'est pas forcément identifiable comme ça, quoi. Il y a un peu une ambiguïté quand on est réalisateur d'animation ou graphique, c'est qu'à la fois on attend souvent une esthétique et à la fois il y a la façon de raconter les histoires. Alors c'est parfois un peu ambigu, c'est pas évident. Ouais. Il faut avoir, moi je crois que j'essaye de garder une patte graphique, mais tout en évoluant dans les styles et les techniques, quoi. Et du coup, bon, tu fais du court-métrage et c'est des temps longs, mais du coup, j'imagine que le long-métrage, c'est encore pire, quoi. Oui, le long-métrage, 3-4 ans. ouais. Même le fantasme du long-métrage que j'ai eu pendant un moment, il m'a passé, en fait. Je sais pas, déjà, je vais plus beaucoup voir des longs-métrages d'animation. Ah oui. Non, c'est vrai, j'avoue que j'ai été un peu saturé à partir du moment où il y a eu les trucs Blue Sky, machin, hystérique, qui ont commencé les genres de manga. Non, les trucs à la Ice Edge. Ah oui, tu parles du studio Blue Sky. Ouais, le studio Blue Sky, et puis ça a quand même influencé surtout. Enfin, en fait, j'ai eu des enfants, etc., qui sont un peu plus grands maintenant. Je les ai emmenés pas mal voir ce qui sortait, les films. Et au bout d'un moment, je trouvais ça tellement hystérique et insupportable que ça m'a un petit peu. Ça m'a un peu gavé. Justement, eux ont un style assez identifiable et ils ont joué sur la vague du Ice Age, justement. Ouais. Et du coup, ouais. Et je trouve que souvent, enfin, comment dire. Mais après, je devrais creuser un peu plus parce que je pense qu'il y a des longs métrages qui sont vraiment intéressants. Mais j'ai reçu Rémi Chaillet ici, qui a fait un long métrage qui s'appelle Tout en haut du monde et qui est vraiment magnifique, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a pas mal des gens qui ont travaillé sur ce film qui sont passés. D'accord. Et et ben voilà, il faut c'est en 2D, hein, c'est ça, c'est un 2D, purement 2D. D'accord. Ouais. Et puis c'est un peu aussi, il y a toujours les Miyazaki. Oui, non, mais ça j'aime bien, j'avoue. Quand je parle d'animation, j'avoue, je pensais plus aux films en 3D qui sont devenus très stéréotypés, même dans les personnages, dans l'esthétique, et voilà, que j'aime plus trop aller voir. Mais c'est vrai que je regardais beaucoup de Miyazaki et de temps en temps je les regarde encore et je trouve ça très bien. Mais encore une esthétique. Est-ce que c'est une de mes questions finales, mais bon, on y est, alors allons-y. Est-ce que tu continues à expérimenter dans un style 3D ? Tu es connu ces derniers temps, parce que tu étais fait remarquer par d'autres choses avant, mais par tes loops, justement. Des loops où on voit des machines qui font des boucles et qui sont hyper répétitives et qui donnent une sensation un peu de mal-être. Ou, un peu désespérante. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait là des machines qui nous survivront, en fait, c'est un peu l'idée que ça donne. Et tu as vraiment trouvé un style graphique qui est assez particulier, hyper léché, etc., qui n'a rien à voir avec les clips que tu faisais justement pour Étienne Décrécy. Du coup, tu continues à expérimenter dans des styles différents. Ouais. Bah justement, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu. Moi, c'est un petit peu ces loops que je fais, c'est un petit peu en réaction avec ce qui est devenu la 3D. Trop de mouvements, trop de surexpression des personnages, moi, j'avais envie d'utiliser la 3D d'une façon très très dépouillée, très très simple, avec peu de matière, pas de mouvement de caméra, pas de focale, grand angle, etc. Donc c'est vraiment un peu une réaction à cette animation qui bouge trop. Je voulais faire de l'animation qui bougeait très peu. Et en plus, ça vient aussi d'une chose, c'est souvent les contraintes qui donnent les concepts, c'est que je sais pas trop, je suis pas animateur, donc je sais pas animer un personnage. C'est pas mon boulot, c'est assez dur de bien animer un personnage, et même à créer en 3D c'est plus long. Donc là j'ai voulu faire de l'animation minimaliste sans personnage humain, mais quand même avec des mouvements et des choses où le mouvement avait une place intéressante et importante. Donc comment mettre en valeur un mouvement simple dans un décor, donc en m'attachant plus pour le coup à une sorte d'esthétique assez rigoureuse dans le décor. Ça c'est l'influence du travail d'illustration dans lequel je me suis lancé. Donc c'est toutes ces contraintes-là qui sont mélangées et qui m'ont amené à faire ça, ce système-là, et voilà. Et je poursuis un petit peu là-dedans. C'est un petit peu un travail récurrent que je continue parce que c'est pratique, c'est quelque chose on peut en faire par petits bouts et ça s'inscrit dans une démarche qui est toujours cohérente. Et voilà, je désespère pas d'en faire quelque chose d'un peu plus, de réunir tout ça et peut-être d'en faire justement un court-métrage. Voilà, en retravaillant tout ça pour que ça prenne une Parce que ça fait longtemps que tu n'en as pas publié, si je ne m'abuse. J'en ai publié une à la rentrée, là, un petit.
Mais c'est vrai que j'en ai fait un bon l'été, je travaille pas. Non, mais quand je dis longtemps, c'est-à-dire que non, il semblait qu'elle était peut-être de 2017 ou. Non, j'en ai publié cette année quelques-unes. Voilà, mais c'est assez intéressant à faire. Et c'est vrai que ça correspond aussi, il faut le dire, à un format pour Instagram qui est une chose qui est devenue importante dans la vie d'un graphiste ou d'un réalisateur de format très court. C'est devenu très important et ça, c'est un format qui fonctionne très bien. Je pense que je suis aussi arrivé à faire ces boucles par cette idée de vouloir publier des choses qui fonctionnent sur quelques secondes, mais qui sont quand même complètes. Parce qu'elle raconte quelque chose, même en quelques secondes, ça fait une boucle, mais une boucle qui raconte quelque chose, on peut être complètement hypnotisé par ces boucles-là. C'est ça qui est sympa. Et il y a beaucoup d'animateurs qui font des choses en animation en boucle aussi, et qui racontent complètement autre chose. Du coup, c'est vraiment un format à creuser pas mal, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a de la boucle, il y a différents types de boucles. Il y a la boucle gratuite, genre on a fait une image qui est sympa, et puis on va essayer de la faire boucler comme ça, ça fera plus propre que s'il y a un cut. Et ça, il y en a beaucoup. Et pourquoi pas après, c'est purement visuel. Moi, je parle de boucles qui racontent des choses. Et là, c'est vrai que c'est plus dur de trouver un support qui fait que la boucle elle raconte quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un travail de réalisateur aussi. Ouais, c'est un travail de réalisateur. Et c'est pour ça que là, en réfléchissant moi comment en faire un court métrage, donc les réunir et en faire quelque chose de plus long, je suis en train de réfléchir parce qu'on n'est plus du coup ça perd son côté boucle puisque forcément on va arriver dans du montage. Il y a des plans qui vont succéder à d'autres plans. Donc finalement, c'est plus infini en tout cas, c'est plus une boucle infinie. C'est une boucle, mais on va la couper un moment pour mettre une autre boucle. Donc quelque part, il faut travailler sur d'autres sorts que purement ce côté boucle. Mais travailler sur la transition de la boucle. Voilà, mais ceci dit, là en ce moment, comme ça fait assez longtemps que j'ai pas réalisé des choses plus longues, j'ai des envies de montage et voilà, ça c'est un truc qui est un peu frustrant. Les boucles c'est bien, mais au bout d'un moment, il manque ce moment. La puissance le montage, c'est quand même génial de passer d'un plan à un autre, visuellement, graphiquement, en termes de rythme. Voilà, c'est super. C'est ça le travail de réalisation finalement. Aussi, pas forcément, on peut réaliser des choses en plan séquence, on peut réaliser des choses en boucle, mais c'est vrai que... plan séquence, c'est une façon de monter, c'est-à-dire tu fais un long plan sans mais c'est monter. Pas monter, voilà. C'est ça, mais voilà. Non, je pense qu'il y a des réalisateurs qui vont monter vachement plus et d'autres qui vont être vachement plus dans des plans qui durent longtemps, qui montrent une action, alors qu'il y en a qui vont la découper en 5... Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est... Après, je pense que le montage... c'est vraiment quelque chose qu'on apprend ou sur lequel on est efficace quand on vient plus de la prise de vue réelle, où on a plein de rush et puis il faut essayer d'en faire quelque chose de bien. Quand on vient de l'animation, où le montage en fait c'est un faux montage parce que c'est fait au storyboard. Je veux dire, on a déjà prévu l'ordre des plans, les machins, etc. Bon, après on peut toujours un petit peu jouer sur les poignets, mais grosso modo le montage il est pensé avant. Alors que moi j'ai eu la chance aussi dans le côté de diversifier les techniques de faire un petit peu de prise de vue réelle pour des films de commande, des purs tournages sans animation. Et c'est vrai qu'il y a ce plaisir du montage qu'on n'a jamais en animation. C'est-à-dire se dire, bon, bah là, ça, on l'a pas super bien tourné, mais en fait, tu coupes, t'intercales un gros plan et ça sauve voilà. On peut raconter une même scène de 3 façons différentes avec le même matériel. Bon, ça, en animation, on l'a très peu. Et c'est un peu dommage. C'est aussi un truc qui enferme un peu plus. Ça, parce qu'en fait, si on peut pas perdre du temps à faire des choses qu'on coupera après. En général, ça coûte trop cher, surtout. Enfin, je dis ça parce que c'est ce que je connais, mais en 3D, quand on voit les temps de rendu et tout, si on a calculé 10 images de plus à la fin d'un plan, on est content, on va pouvoir jouer. Après, l'animation apprend justement aussi à jouer le montage. Enfin, c'est pas que l'animation, mais un montage, ce qui est marrant quand on commence à en faire, c'est de se rendre compte que ça se joue à 2 ou 3 images près. Ouais. À 25 images secondes, on se dit que ça compte pas, mais en fait, on coupe 4 ou 5 images et d'un seul coup, il y a un truc qui va marcher alors qu'il ne marchait pas. C'est un peu pareil en animation aussi. Oui, c'est comme ça en animation. Tu réduis 2 images et puis là, tu as un truc qui oui, c'est ça. Sauf qu'en animation, carrément, même dans le plan, tu enlèves des images pour accélérer un mouvement, etc. Ce qu'on fait peut-être un peu moins en prise de vue réelle, même s'il doit y en avoir qui le font, je pense, pour donner la pêche. Voilà. Alors en fait, tes boucles, c'est un peu entre l'illustration et l'animation. Donc on a pas mal parlé de ton boulot de réalisation et d'animation. Tu disais que quand tu as fait prof d'histoire, tu voulais te lancer dans l'illustration, tu n'en as pas trop fait, et du coup, tu es allé chez Ubisoft. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup plus d'illustration. Oui. Tu as même un agent, j'ai costume 3 pièces. Voilà. En fait, j'ai fait un peu le truc à l'envers. À quel moment en fait, justement... quand j'ai un peu mis en sommeil le côté production, le côté
fabrication de films avec Demi notamment, et j'ai voulu plus développer donc mon travail de réalisateur, sachant que c'est quand même un métier assez intermittent. Il y a un projet, puis après il y a plus rien, puis après j'avais envie de faire des choses entre ces projets, et j'avais toujours cette vieille idée d'être illustrateur qui me traînait derrière la tête. Donc j'avais quand même progressé en termes de capacité à faire des images par rapport à après le bac, et je me suis dit je fais des images, je veux faire illustrateur, je vais aller voir un agent. Donc je suis allé voir les gens de Costume 3 pièces qui m'ont accueilli très gentiment et qui m'ont pris dans leur équipe, mais je pense que j'étais pas encore vraiment illustrateur, même si à partir d'images, pour moi je prenais une belle image arrêtée d'un film et c'était une illustration, et en fait c'est pas ça l'illustration, c'est loin d'être ça. Et j'avais fait des images spécifiquement pour de l'illustration, mais je pense que j'avais encore beaucoup de chemin à faire. Je commence à peine, là c'était il y a quand même 6 ou 7 ans, et là je commence maintenant à sentir que je fais des choses qui ressemblent un peu à l'illustration, mais c'est assez long. C'est il y a 6 ou 7 ans où tu as commencé à aller chez Costume 3 pièces en te disant je veux recommencer l'illustration. Ouais, et ils m'ont quand même fait travailler en illustration, mais sur des choses genre créer des personnages en 3D, des choses comme ça que je savais faire, mais qui sont plus du caractère design, parce que parfois il y a des campagnes de pub où on veut juste des personnages sur un fond blanc, etc. Donc j'ai fait des choses comme ça, et c'était très intéressant et très bien. Mais là, c'est que depuis 1 ou 2 ans, peut-être après ce travail sur les loops, cette façon d'utiliser la 3D aussi en flat design, que j'ai commencé il y a 2-3 ans, et je suis repassé dans un monde plus 2D qui correspond plus, à mon avis, à ce qu'est de l'illustration. L'illustration, c'est pas faire des beaux rendus 3D, en fait. Même s'il y a des gens qui font des très belles choses comme ça. Mais je pense que c'est en repassant en 2D, quitte à ce que ce soit un logiciel de 3D, mais en repassant sur des images 2D, que j'ai commencé à comprendre que ce qui était important, c'était la couleur, que ce qui était important, c'était le cadre et tout ça, que je me suis un petit peu éloigné du film, en fait, et que j'ai commencé à envisager qu'une illustration, c'est un objet 2D qui est très particulier. Après, je peux pas tellement théoriser dessus parce qu'il me manque vraiment un background théorique. Moi, j'ai toujours pas fait mon école d'illustration des Beaux-Arts. Et qu'est-ce que ce sera un background théorique? C'est l'apprentissage des couleurs, ouais, la je pense. Les couleurs, ça m'a beaucoup manqué, je pense, de pas avoir une formation là-dessus. Je pense que je suis pas très pointu en couleurs. Est-ce que réellement les gens qui sont dans les écoles ont une formation sur la couleur? Mais je sais pas. Parce que je suis pas vraiment. Je sais pas, mais ils devraient en tout cas. Ils devraient. Enfin, ils ont une formation, mais après l'œil qui fait que tu choisiras telle ou telle couleur, même si tu sais qu'une couleur chaude avec une couleur froide, voilà. Je pense que ça s'apprend quand même. C'est-à-dire au moins apprendre l'histoire. Même l'histoire, moi, j'ai manqué de culture graphique. C'est comme ça aussi qu'on se crée une palette de couleurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont influencés par des illustrateurs ou des graphistes des années 70, 60, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est les influences graphiques. Ouais, c'est les influences graphiques, c'est la culture graphique que moi, j'ai jamais vraiment eu le temps. J'aurais pu le faire de mon côté. Hein. Alors, j'ai un petit livre dans mon sac de Michel Pastoureau qui écrit beaucoup sur la couleur. C'est vachement intéressant. C'est un guide de la couleur et il donne un historique sur les couleurs. Maintenant, j'ai un petit peu une botte secrète, mais on en revient à la famille toujours. Mais je partage mes bureaux et en particulier avec ma sœur, puisque j'ai aussi une sœur, je n'ai pas que des frères, qui est styliste, qui a monté une marque de chaussettes formidable, les chaussettes Bonne Maison, et qui est vraiment très pointu sur la couleur. En tout cas, c'est son truc, c'est ce qui fait aussi, je pense, à la qualité de son travail, etc. Et c'est pratique parce qu'elle peut me donner elle me donne des avis, en plus, je vois son travail, etc. Et ça m'ouvre un petit peu à cette importance de la couleur. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à voir avec mon boulot. On pourrait penser comme ça les chaussettes, mais elle m'a un peu ouvert à la problématique de la couleur qui me manquait fortement pour devenir illustrateur. Alors, est-ce que tu as des clés comme ça qu'elle t'a données sur la couleur Non, parce qu'il y a pas, c'est de l'intuition en fait. C'est vraiment beaucoup d'intuition et beaucoup d'influence. Et ça s'apprend l'intuition? Je ne crois pas. Non, mais il faut avoir une culture et l'intuition, après, elle jaillit peut-être de la culture. Je pense qu'il faut voir des peintres, il faut voir des choses comme ça. Après, je sais aussi que moi maintenant, j'apprends à retenir des choses qui me plaisent, des influences, et de me dire, tiens, là, cette palette de couleurs qui a été utilisée par ce gars-là, elle est vraiment intéressante. Il y a quelque chose à en faire. Je veux dire, il n'y a pas de mal à piquer la palette de couleurs. Mais il y a des livres de Pixar d'ailleurs où ils font des color scripts et on voit les color scripts et là on voit toute l'importance de la couleur. Bien sûr, une image c'est juste de la couleur, et même en 3D, les gens, on est dans les logiciels à penser les shaders, les paramétrages, le réalisme, mais en fait au final les gens ils voient que des couleurs. Je veux dire, le résultat final, Tu crois que ça peut s'arrêter qu'aux couleurs? Non, mais le fait est que notre œil perçoit un ensemble de couleurs, quoi. C'est ça qui va faire l'image. Et moi, pendant des années, je me soucie pas du tout, alors que c'est quand même extrêmement important. Alors que tes illustrations sont quand même
très colorées, maintenant, elles sont assez pop. Maintenant, je fais attention. Contrastées, ça, ouais. Ouais. Mais là, je viens d'acheter un super bouquin là, énorme de Milton Glaser là, sur les illustrations. C'est génial. Il a fait. Bon, on connaît 2-3 choses très très connues de lui, mais il a un travail graphique qui est génial. Toutes les couleurs. Enfin bon, c'est une porte ouverte un peu, mais par exemple. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Il y a 500 affiches qu'il a fait, donc c'est quand même assez épais, c'est pas mal. Et des très anciennes aux très nouvelles. Et moi, je savais que c'était un illustrateur, un bon dessinateur, mais c'est aussi un graphiste. Moi, je connaissais moins ce côté-là, avec des choses vraiment de graphisme, des typos, des choses comme ça, où il était aussi hyper pointu. Et c'est très rare de voir, justement, parce que pour moi, dans ma tête, longtemps, le monde du graphisme, c'est des gens qui faisaient des typos, qui faisaient des... c'était pas des gens qui dessinaient. Et c'est très rare quelqu'un qui est à la fois un très bon graphiste et un très bon dessinateur. Et d'ailleurs, j'ai vu une interview de lui il y a pas longtemps où il explique, il disait, moi, si j'ai un message à dire aux graphistes d'aujourd'hui, c'est qu'il faut dessiner, quoi. Si on dessine pas... Mais bon, je pense que, en fait, c'est vrai que maintenant, avec le vectoriel, les outils machins, il y a de moins en moins de gens qui dessinent, parmi les gens qui produisent des images, en tout cas. Après, je sais pas, c'est à double tranchant, parce que quand on dessine beaucoup et qu'on a un style très affirmé, on est bloqué. On est bloqué parce qu'on va toujours faire son style, son dessin. C'est très très dur de bien dessiner de plusieurs façons différentes. Après, ça dépend pour qui tu dessines. Si tu dessines en tant qu'auteur de bande dessinée, par exemple, comme quelqu'un que tu connais, ton grand frère, ou si tu dessines pour la pub, etc., où au bout d'un moment, les agences, elles ont marre de voir des affiches 4x3 avec la même illustration, du coup, elles vont passer à un autre illustrateur. Du coup, Quand tu réponds à une commande, t'es obligé de changer de style au bout d'un moment Oui, mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui est un illustrateur en dessin, qui a vraiment bien poussé son style et qui en a fait quelque chose, donc qu'il faut que ce soit à la fois très personnel et que ça parle à tout le monde, etc. J'en connais pas qui ensuite ont réussi à refaire ça dans un autre style. Enfin, c'est très rare. Si, il y en a peut-être, mais c'est très très rare, des gens qui ont su se réinventer après avoir été très forts dans un style, très reconnu, qui ont inventé autre chose. C'est assez rare. Ou alors en passant à un autre médium. D'où l'intérêt de changer pour moi de médium. Ça permet de sortir un peu de soi-même et de trouver d'autres choses. Moi, j'aurais pas pu faire le même type de choses, de dessin tout le temps. Voilà. Par contre, comme exercice quotidien et comme échauffement et comme entraînement, je pense qu'on devrait tous dessiner tous les jours. Et pas forcément pour être c'est compliqué pour le travail. Moi, ça fait, ça fait peut-être 20 ans que je me dis il faut que je dessine tous les jours. Et qu'en réalité, si t'es pas... si tu donnes pas un créneau ou quoi, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Moi, c'est vrai que je sais pas comment toi t'arrives à j'ai arrêté pas mal pendant un moment, en plus parce que je me suis acheté une guitare, alors j'ai arrêté de dessiner. c'est bête, hein. Mais après, je l'ai rangé et comme j'ai toujours besoin de faire quelque chose avec mes doigts, j'aurais tendance à dessiner. La grosse concurrence du dessin, ça va être aussi évidemment les smartphones, les conneries d'aller traîner sur Instagram, de regarder des... Ça, c'est dommage parce que le dessin, c'était beaucoup des choses de temps perdu, qui est pas perdu, mais qui en fait, voilà. Moi, je dessinais beaucoup dans mes à côté, en fait. Après, c'est vrai que tu es tellement submergé par du graphisme, de l'illustration, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc., que en fait, tu finis par faire par quoi tu es submergé et avoir une espèce de standardisation du dessin. Et ça, c'est aussi compliqué. On a du mal à trouver sa propre personnalité là-dedans. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça standardise vachement et les influences avec Instagram, ça formate à la fois la demande, parce que je pense que les gens qui cherchent un illustrateur, etc., ils veulent un truc... Enfin, il y a une espèce de Moyen-Âge des styles, enfin Moyen-Âge. La moyenne des choses se mettent tous à une espèce de... Et en termes de couleurs, etc., tout est très très uniformisé, je pense, par Instagram, alors que c'est une possibilité de voir un nombre de trucs différents incroyables. Mais en fait, j'ai l'impression que ça ramène beaucoup de... Voilà. Et en plus, les gens qui eux-mêmes dessinent ont envie de répondre à cette demande et vont vers ça. Et c'est vrai que c'est un peu effrayant, ce côté... Comment tu arrives, toi, à t'extirper de cette standardisation ? Eh bien, parce que moi, je passe par une machine. Moi, je passe par un outil. Moi, c'est pas moi qui dessine. Tout ce que je fais, c'est de la 3D. Donc, en fait, c'est pas ma main directement. Et je pense que il y a une identité de l'outil que j'utilise qui me permet de... Et je trouve que, justement, moi, je trouve qu'il y a... il y a ta personnalité dedans, non ? Ouais, il y a ma personnalité, mais à travers, quand même, un outil qui projette mes idées, mais il y a vraiment une grosse interface technique entre les deux qui fait que ça n'a rien à voir avec du dessin à main levée. Donc, non, bien sûr. Donc il y a l'identité, en plus c'est une recherche technique, c'est-à-dire c'est la façon de créer les matières, etc. Finalement ça ressemble à... C'est pas du dessin, c'est comme de brancher, on dirait un standard téléphonique un peu, je sais pas si tu connais les interfaces de comment on fait des textures,
des grappes de paramètres que tu relis avec des espèces de câbles virtuels. Bon, ça n'a rien à voir avec un travail de... Tu parles du logiciel que tu utilises pour faire les textures. Ouais. Et tout ça fait que y a pas deux personnes qui vont tomber sur le même résultat. Enfin, je pense, sauf si tu recherches le résultat que tu as déjà vu, etc. Et en plus, moi, j'utilise un logiciel, je suis toujours resté sur le même logiciel de 3D que j'avais appris à Ubisoft, même s'il a progressé entre-temps. C'est 3ds Max. C'est 3ds Max. Et je pense qu'en illustration, il n'y a absolument personne qui utilise ça. Il y a quelques gens qui font la 3D un peu illustrative en ce moment, tout le monde fait du cinéma 4D, machin. Et il y a une esthétique cinéma 4D qu'on reconnaît tout de suite, que tout le monde veut, avec les couleurs pop. Et bon, peut-être que je suis un petit peu spécialiste du truc, donc je vois le type de rendu. Mais est-ce que c'est pas lié au moteur de rendu plus qu'à l'outil de... Oui, mais souvent, oui. Mais ceux qui sont sur Cinema 4D, ils rendent un peu tous avec le même, je crois, avec Octane, machin. Et on a un type d'image, voilà, qui est le type Octane. Alors en ce moment, les clients, ils veulent ce type de rendu, etc. Ouais. Et qui est hyper réaliste. Qui est hyper réaliste et en même temps qui a son petit côté... voilà. Enfin, disons, même dans les gens qui font de l'illustration ou de l'animation 3D, il y a des énormes... tendances sur lesquelles les gens s'engouffrent en masse, quoi, et qui sont dupliquées, répétées. Ouais. Et toi, toutes tes textures, enfin, ton image finale est entièrement faite en 3D ou tu rajoutes tes textures sur des logiciels genre Photoshop, Illustrator? C'est pratiquement tout, et d'ailleurs, je pourrais très bien faire mes images presque entièrement sous Photoshop, mais en fait, par habitude, je fais une grande partie est faite en 3D, et c'est quasiment l'image de sortie de 3D que... Ah oui? Ouais. Sauf si... Non, c'est quasiment directement la 3D, ouais. Okay. Mais bon, c'est une seconde nature pour moi, ce logiciel, ça fait 25 ans que je suis dessus. Ouais. C'est mon crayon, quoi. C'est ton crayon, ouais, mais tout à fait. Alors, je voulais justement parler. Le crayon donne une texture particulière, la peinture à l'huile donne une texture particulière. C'est normal que la 3D donne une texture particulière. Bien sûr, je pense qu'on peut dater des trucs rien qu'en regardant le rendu. On sait que ça date plutôt de 2005. Ça, c'est 2008. Tu crois que ça va être encore le cas avec les avancées technologiques? Il n'y en aura peut-être pas énormes, parce qu'on arrive quand même à faire des choses très hyper réalistes. Oui, sauf pour les choses hyper réalistes. Après, en 3D, il y a les gens qui cherchent l'hyper réalisme pour les effets spéciaux, les trucages, tout ça. Ouais. Bon, c'est vrai que peut-être quand on aura atteint le réalisme total, on fera plus de différence. Après, il y a aussi la 3D utilisée à des fins plus graphiques. Ouais. Et celle-là, on reconnaît un peu plus les époques, quoi. Mais même dans la 3D ultra réaliste, etc., on croit que là, on se dit, on pourra pas faire mieux, on verra pas. Mais si on regarde les trucs en 3D qui étaient faits dans les années 2000, où quand on voyait les trucs, on se disait, c'est dingue, on dirait que c'est vrai, comment ils ont fait. Et on le voit aujourd'hui, on se dit, mais c'est ringard, on perçoit complètement le faux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a l'impression d'être ultra réaliste et indiscernable, peut-être que on se rendra compte que... Encore que c'est vrai que souvent, maintenant, je vois des images où on peut pas dire que c'est pas tourné, quoi. Ouais. Mais ça, c'est le monde des effets spéciaux, c'est un autre monde. Et ça, c'était une de mes questions du début, justement. Ouais. On a fait la fin au début, du coup, maintenant, je fais le début à la fin. Est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a donné envie d'aller vers l'illustration, puisqu'en fait, depuis le début, tu veux faire de l'illustration? Non, en fait, je ne sais pas si depuis le début, je veux faire de l'illustration. C'était peut-être une preuve d'histoire. En fait, je voulais vivre de mon dessin, en fait, et finalement... j'ai fait par d'autres voies dans l'animation, et c'est vrai que j'ai voulu retourner vers l'illustration. Pourquoi ? Je sais pas s'il y a un artiste fondateur. Moi, j'aime beaucoup, justement, effectivement, Milton Glaser. Là, en ce moment, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses très bien. Après, je sais, en animation, ce qui m'a donné de faire envie de l'animation, c'est les studios Hardman. Ouais. J'étais vraiment fan, et je reste fan de leur travail. Justement, c'est de l'animation qui est hyper subtile, qui n'est pas exagérée. C'est pour ça que la stop motion, en général, j'aime bien, parce que il y a une économie. Tu as fait un film de pub, attends, je sais plus comment ça s'appelait, avec un chien et un petit personnage. Ouais, j'en ai fait plusieurs avec des chiens. D'Ultra Wi-Fi. Oui, Optimum Hotspot, c'était des films aux États-Unis. C'était la 3D. Avec une allure stop motion. Voilà. En fait, c'est que stop motion. Non, c'est un vrai mélange des deux. C'est-à-dire que les décors étaient faits en vrai. Ils étaient fabriqués en maquette. Après, on filmait les mouvements de caméra dans ces décors, mais sans les personnages. Et les personnages ont été faits en 3D, rendus et intégrés dans les décors. Ouais. Mais en imitant, c'était à 12 images secondes, et en imitant la stop motion. Je trouve que le rendu est vachement sympathique, quoi, justement. Ouais, moi j'adore. Moi, j'avoue que j'ai refait un petit peu de stop motion après. J'ai fait un clip comme ça en carton, qui a assez bien marché aussi pour un clip qui a été fait avec très peu de moyens. Et c'était pour Rex the Dog, un musicien électronique. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et j'aime beaucoup le résultat. C'est un de mes trucs préférés. Et j'aime bien un stop motion parce que, c'est de la vraie photo. Donc, il y a une texture particulière de la réalité. Et en animation, c'est vraiment... c'est des mouvements qui sont faits par des humains. Et c'est limité. On ne peut pas faire des stretch and squash à gogo. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, vraiment, Hardman, c'est eux qui m'ont donné envie. Ouais, ça, c'est sûr. Et après, pour l'illustration...
bien, je ne sais pas en fait, j'ai pas vraiment Ouais, peut-être que Studio Non, Harman, moi- c'est par eux que tu vas vers l'illustration. Parce qu'il y a quand même une esthétique Hardman. Il y a une esthétique particulière. Ouais, non, c'est super beau, c'est super bien. C'est eux qui pourraient me donner envie de retourner. Après, il y a aussi Wes Anderson, mais qui est venu après, mais ces films d'animation sont super, et j'aime beaucoup. Ouais. Et là aussi, c'est très orthonormé. Alors justement, lui, il était réalisateur sur ces films-là, et il touchait pas du tout aux marionnettes. Et il était même pas sur place. Il était même pas sur place. Ah non, lui, il était à Montparnasse à l'hôtel, et tout se faisait en Angleterre, et il faisait des mails toute la nuit pour dire pas comme si. J'ai parlé avec des gens qui bossaient sur ces films, des animateurs et tout ça. Je crois que tout le monde le détestait au bout d'un moment parce que il était assez dur et tout ça, et surtout il venait jamais. Mais il a raison, hein. Il a raison parce qu'on se rend compte que si on a une idée très forte en tête et qu'on veut qu'elle soit à l'arrivée comme on l'avait dans sa tête au début, il faut pas aller voir comment les gens font, parce que sinon on va se laisser entraîner dans leurs difficultés. Ils vont dire oui, tu comprends, on peut pas parce que regarde quand il y a ça et on va être obligé de dire ah bah oui, effectivement tu peux pas le faire. Alors que si t'es pas sur place, tu vas lui dire non, tu te débrouilles, tu le fais. Et au bout d'un moment, mais c'est comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y allait pas, pour pas être pris dans les contraintes qui sont pas son problème en fait. Lui, il dit je veux ça, il a ça à la fin. Forcément envie de voir. Voilà, qui a pas envie de voir. On dirait que c'est un peu le PDG avec ses ouvriers. Ouais, mais après je pense pas que c'est c'est pas pour faire du profit, c'est pour juste que son. Oui, bien sûr. c'est juste pour que ce soit exactement. Non, parce qu'il y a tellement de contraintes en animation, etc., que si on se laisse influencer par les contraintes, on perd son idée de départ, quoi. Donc, je pense qu'il est assez absolu dans sa démarche, mais c'est assez louable. Et puis en plus, c'est pas un animateur au départ, donc il n'a pas ce besoin sûrement physique de venir voir et sentir les choses. Lui, il sait qu'à la fin, les gens ne verront qu'une image, donc lui, s'il reçoit des images, ça lui suffit. Comme ça, il voit le résultat final et pas le décor dans sa profondeur, etc. Non, au final, on voit pas la profondeur du décor, on voit une image à plat dans l'axe de la caméra. Ouais, et puis après, on voit une histoire, et voilà. Et puis, il y a même en tournage, il y a des réalisateurs qui vont jamais quitter leur moniteur de retour et qui sont assis dans leur siège et qui ne mettent pas le pied sur le plateau ou quoi, parce que tout ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui passe dans le cadre. Et ce qui se passe sur le plateau, finalement, c'est pas leur problème. C'est l'assistant, c'est tout ça. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui reste dans le 16/9e final, quoi. Alors, si je comprends bien, toi, ce que tu veux faire maintenant, c'est plutôt du stop motion, la réalisation en stop motion. Mais moi, je veux continuer à faire de tout. C'est mon problème. Et moi, j'aime bien un stop motion. Je suis tenté maintenant. J'aimerais bien un jour faire un livre. Mais ça, c'est quand je serai rentier et que j'aurai plus besoin de gagner ma vie, parce que je crois que le livre. Je crois qu'il faut en faire beaucoup. Ouais, il faut en faire beaucoup. Mais moi, je voudrais faire des livres presque faits maison. J'ai un ami qui s'est acheté toutes les machines et tout, qui fait des très beaux livres, qui fabrique lui-même. Mais c'est des éditions très limitées. C'est des livres d'art, enfin des livres d'auteur. Et je trouve que c'est une démarche qui est chouette. Ça fait des objets. Voilà, je commence à apprécier, à être attiré par l'objet vraiment du livre. Et en tout cas, dans la partie illustration de mon travail, j'aimerais bien un jour arriver à faire un concept qui tienne dans un livre et qui fasse un bel objet à la fin. Mais bon, je me donne encore du temps. Ça va être long. Donc un travail d'auteur où tu aurais des images qui parleraient d'elles-mêmes, ou tu aurais un texte en même temps? Non, je suis pas trop dans le texte. Des images qui parleraient d'elles-mêmes et puis une sorte de concept. Mais peut-être même un jour, si je fais un bon court-métrage avec mes loupes, je peux faire aussi un beau livre avec des choses comme ça. Je pense que c'est bien d'essayer d'organiser aussi les choses, surtout quand on se disperse beaucoup comme moi, d'essayer d'organiser les choses autour d'un concept ou d'une thématique et puis de le décliner. C'est intéressant aussi. Donc, plutôt que de partir trop dans tous les sens. Et donc, voilà. Et après, la stop motion, c'est des choses... c'est des occasions qui font larron. C'est quand il y a un script qui arrive par un producteur et qui dit le client aimerait bien le faire en image par image, ou il serait pas contre qu'on lui propose de le faire en image par image. Bon, c'est super, mais par contre, à initier, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut trouver le bon projet au bon moment. Ouais, il faut trouver le bon projet au bon moment. Et puis, c'est très très long en fabrication, enfin, comme tout ce qui est animé, ceci. Ouais. C'est toujours très long. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est la réussite ? Non, pas vraiment. Ça serait quoi pour toi, la réussite ? La réussite d'un point de vue professionnel, alors, ou en général, dans la vie ? Comme tu veux. La réussite... je sais pas, c'est de tenter des choses et puis d'être content de ce qu'on a tenté, et puis même si ça n'a pas toujours marché, je sais pas. Moi, après, la réussite, si, c'est quand on fait un film qui marche super bien, qu'on a des prix et qu'on est invité partout pour aller le présenter, ça c'est bien. Ouais. Mais ça, c'est la réussite. Faut pas la limiter à ça, parce que ça arrive de temps en temps, mais c'est pas toute la vie comme ça, tous les mois. Mais ça, c'est des choses qui sont bien d'avoir fait aussi.
Et après, non, je sais pas, c'est de trouver une cohérence dans son travail, sans doute. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi tu crées ? Pourquoi tu as ce besoin viscéral de créer des univers, de l'animation, d'illustration ? Est-ce que c'est un besoin d'aventure, une envie de postérité ? En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que moi, je pense que je suis aussi assez contemplatif. Je pense que je pourrais aussi passer ma vie à me balader sans... En fait, je dis ça, mais ça fait quand même longtemps que je crée, etc. Donc peut-être que j'ai déjà créé, sorti une bonne partie des choses que j'avais besoin de sortir. Je pense qu'aujourd'hui, si on me proposait de faire le tour du monde en me baladant et en voyant que des choses super, ça me traumatiserait pas de pas créer des choses. Peut-être qu'au bout d'un an ou deux, ça me rendrait fou. Mais moi, l'été, je peux passer 2 mois sans tenir un crayon, ça me manque pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que tu ne penses pas à plein de choses. Il y a des choses, il y a des choses peut-être qui naissent et qui maturent, et peut-être qu'au bout de plusieurs mois, il faudrait que ça sorte. Mais je suis pas un compulsif de la création. Je suis plus. Je pense qu'à une époque, j'étais plus. Pendant longtemps, je faisais toujours 2 ou 3 trucs en même temps, projets, etc. Et peut-être que aussi, ça m'a permis de vider une partie des besoins que j'avais à faire. Il y avait une exposition à la Gaîté Lyrique sur Zagmeister, Stéphane Zagmeister, qui expliquait qu'en fait, au lieu de faire 10 ans de retraite, à la fin de sa vie, il faisait 1 an de retraite tous les 5 ans. Ah ouais, c'est bien ça. Du coup, il arrivait à 70 ans, 75 ans. Et pendant cette année, il contemplait justement. Du coup, il voyageait, comme tu le dis, pour s'abreuver de choses et de repartir sur des bonnes bases en création. Oui, parce que c'est vrai que sinon, on refait toujours la même chose. Si on reste dans son circuit, des mêmes gens, les mêmes commandes, le même endroit et le même élan. Et c'est vrai que s'arrêter, c'est bien. Ouais. Ma dernière question, est-ce qu'il y a un livre, un film ou n'importe quel objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps ? Alors, tu nous as parlé de Milton Glaser, le livre. Ouais. Tu l'as eu récemment, peut-être ? Après, je connaissais un peu son travail, mais ce livre-là, il m'a intéressé parce qu'il y avait beaucoup de facettes de son travail qu'on ne connaissait pas, qui m'a marqué. C'est quoi ce livre exactement ? Parce qu'il en a fait beaucoup. Je sais plus. Non, mais là, c'est pas vraiment un livre de lui, c'est un livre sur lui, une recension de tout son travail. Sur lui, justement, non ? Ouais, mais celui-là, je sais pas, il était joli, il avait la tranche colorée, il m'a attiré l'œil. Non, et surtout, il y a beaucoup de choses, quoi. 500 images, c'est assez complet quand même. Donc, et elles sont expliquées ou c'est oui, il dit, il y a 2-3 petites phrases sur chaque image et qui sont marrantes d'ailleurs. Parce qu'il dit d'où est venue l'idée. Enfin, on voit que. Que le très célèbre portrait de Bob Dylan qu'il a fait là, où il est en silhouette avec les cheveux. Et à côté, il montre l'image. C'est une image de c'était Marcel Duchamp, je crois, qui s'était fait une photo de lui en portrait en silhouette comme ça. Il dit voilà, j'aimais bien cette image, j'ai fait pareil, mais j'ai rajouté des cheveux. Enfin. Voilà, très naturellement, il explique qu'en fait, il a copié à moitié. Il a copié un truc, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Il a fait à sa façon. Mais c'est bien de se décomplexer aussi par rapport au fait de. Moi, pendant très longtemps, j'étais très réticent à utiliser le travail de quelqu'un d'autre en me disant, mais non, mais tout doit venir de soi-même, etc. Enfin, ça, je pense que c'est un truc qui vient quand on fait du dessin. Le dessin, finalement, c'est que soi-même. Et alors qu'en fait, non, il faut copier les gens, il faut se nourrir des choses, etc. Donc, pour en revenir à la question que j'aurais dû préparer, parce que c'est une question qu'on pose souvent, non, j'ai pas comme ça de choses qui ressortent très fort. Je suis pas très fan dans l'âme, c'est-à-dire j'ai du mal à trouver que tout ce que fait quelqu'un est génial. J'ai pas un panthéon personnel, voilà. Il y a plein de choses que j'aime bien, comme ci, comme ça. Mais c'est pas forcément lié à ton métier d'illustrateur ou d'animateur. Hein, ouais, d'accord. Un film que tu as vu. Non, moi, je pense que le truc le plus. Le film, et pour le coup, c'est un dessin animé, donc ça rejoint un peu tout que je préfère, c'est le Miyazaki, c'est le voyage de Chihiro. Voilà, ça, c'est les choses, pour moi, qui sont des monuments. En plus c'est à la fois un film, c'est un film d'animation, mais ça pourrait ne pas être d'animation, c'est quand même très fort, c'est une œuvre assez totale, je trouve que ça c'est des trucs qui font vibrer. Autant Hardman j'aime bien parce que c'est super, c'est marrant, mais après là c'est Miyazaki, c'est une autre dimension. D'ailleurs je pars au Japon dans 2 semaines, là je vais aller voir m'imprégner, voir le musée, si j'arrive à avoir une place, je crois que c'est compliqué, il faut... il paraît qu'il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Exactement, donc je pense que je suis déjà en retard. Ok, et écoute, merci beaucoup Geoffroy de nous avoir C'était un plaisir. Ça. Pour moi aussi. Et j'attends avec impatience ce livre dont tu nous as parlé. Je vais essayer de me dépêcher, ça devrait prendre 10 ans, je pense. Parfait. Je te recontacterai à ce moment-là. Ok, ça marche, je reviendrai.
Merci. Merci. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. You don't understand. I absolutely refuse.